Bonjour, je suis Sylvie Vercher, conceptrice et rédactrice de l'Oracle des Gardiennes des Mythes, paru aux éditions Vega Daniel. Les images sont de Crystal Art Fantasy. Cette capsule est dédiée à Morrigu, la grande déesse des Celtes, Morrigan. Alors, Morrigu n'est pas une déesse exclusivement celtique, puisqu'elle possède des caractéristiques très anciennes qui la rattachent aux déesses les plus archaïques, donc nous allons en voir quelques-unes. Et la première, c'est qu'elle est souveraine en son royaume, c'est-à-dire qu'elle est complètement autonome, elle est capable de décider, elle est capable d'ordonner aussi. Elle ne ressemble pas aux déesses ultérieures qui deviendront des épouses et des parèdres, et encore moins aux saintes qui ne sont plus du tout des déesses. Deuxième caractéristique, son mari, Élide, possède un taureau qui s'appelle le blanc cornu. Cette image-là, elle est vraiment très archaïque puisqu'elle fait référence au premier dieu lunaire, au dieu taureau qui perçait le ciel de leurs deux cornes d'or, comme on disait à Sumer. Donc Enlil est vraiment un héritier direct de ces dieux lunes. Au début du mythe, les deux protagonistes sont en train de compter et faire le tri de leurs biens et de leurs avoirs, et on peut constater qu'ils ont exactement les mêmes choses, c'est-à-dire qu'ils partagent à égalité le pouvoir, sauf que Enlil possède son taureau blanc cornu et que Morrigu n'a pas de taureau. Et ça, Morrigu ne le supporte absolument pas, elle ne supporte pas l'injustice, c'est une des grandes caractéristiques de Morrigu, donc elle va exiger d'acquérir un taureau et pas n'importe lequel, puisque ce sera le brun. Et cette couleur brune nous ramène à la terre, à la couleur de la terre. Donc on a un face-à-face ici entre la terre et la lune, entre la matière et le temps. Le fait de vouloir l'emprunter pendant un an nous indique aussi un archaïsme. On sait que dans de nombreuses sociétés archaïques, les rois étaient changés tous les un an ou tous les 7 ans, par exemple, comme à Sumer. Et chez les Celtes encore, le roi était roi de manière cyclique en fonction de la déesse, qui était, elle, la royauté. Et même très tardivement, on parle encore dans les textes de combat entre le roi ou et le roi chêne au changement des saisons. Comme cette demande diplomatique ne va pas aboutir, Morrigu va donc déclarer la guerre, puisqu'elle en a tout à fait le droit et la capacité. Autre caractéristique archaïque, c'est une déesse oiseau, et en particulier le corbeau ou la corneille, qui sont des oiseaux charognards qui se nourrissent des cadavres, c'est-à-dire des chairs en putréfaction. Ils vont les ingérer, ils vont les digérer, de manière à ce qu'il se passe une métamorphose, de manière à ce que derrière il y ait une renaissance. On est vraiment dans la notion de métamorphose qui passe par la mort, c'est-à-dire une notion d'initiation, et ça c'est vraiment la grande caractéristique de Morrigu. Autre caractéristique, c'est une déesse serpent, enfin plus exactement une déesse qui peut se transformer en anguille, puisque en Irlande il n'y a pas de serpent mais il y a beaucoup d'anguilles. Sur le plan symbolique, c'est la même chose. Et puis elle est souvent associée à deux déesses, Baude et Macha. Alors Baude, c'est textuellement le corbeau ou la corneille, et Macha, c'est la plaine. Or, la plaine, c'est l'espace entre la montagne et la mer, c'est le monde du milieu, c'est l'endroit où vivent les êtres humains, et Morrigu va pouvoir se déplacer sous forme de corbeau et faire un petit peu de ménage. Alors cette image de déesse liée à un charognard, que ce soit un corbeau, une corneille ou un vautour, c'est vraiment une image très très archaïque, c'est-à-dire qu'elle est liée à la notion d'archétype, et c'est pour cette raison qu'on la retrouve dans de nombreux endroits tout autour de la Terre et à de très nombreuses époques. Et donc je fais encore une fois appel à cette image qui est une reconstitution d'une cérémonie funéraire à Sataluyuk. C'est un sanctuaire qui a été fouillé par Jean Mélard, et ce dessin a été proposé dans son livre qui s'appelle Ville primitive d'Asie mineure. Donc ça nous propose l'image de femmes qui sont déguisées en vautours et qui sont en train de vouer un culte
un dieu taureau avec des cornes. Donc on est vraiment dans un schéma archétypal. On sait que Sataluyuk, c'est à peu près moins 6000 avant Jésus-Christ. Les Celtes, ça commence avec le Hallstatt à 1100 à peu près avant Jésus-Christ. Donc il y a quand même beaucoup de laps de temps entre les deux. Mais on sent que dessous, il y a cet archétype qui est émergent et qui se manifeste en fonction de l'endroit où on se trouve. Donc ça va être soit des vautours, ça doit être soit des corbeaux. Et donc on voit ici que Morrigu est lié à cet archétype-là, c'est-à-dire à ces déesses qui viennent du fond des âges. Revenons un petit peu sur cette histoire de corbeau, puisque c'est une image de Morrigu qui est très connue, c'est une des plus célèbres, c'est peut-être une des plus importantes. Morrigu, elle préside en fait sur les champs de bataille, elle ne participe pas au combat, mais elle guette la mort des guerriers, et sous forme de corbeau, donc elle va s'en nourrir, et sous forme d'énergie de déesse, elle va récupérer les guerriers agonisants et morts et les amener avec elle dans l'autre monde. En quelque sorte, on dit qu'elle les amène dans son chaudron où ils vont passer par une métamorphose. Donc voilà, ça c'est vraiment Morrigu avec cette forme de corbeau qui vole au-dessus des champs de bataille. Autre fonction très importante de Morrigu, c'est elle fait de la prophétie. Hein, c'est une sorte de Pythie celtique. Hein. Donc voilà, il y a un texte qui nous est connu, qui a été traduit par Cléon de Vark, et où elle prédit tout un tas de choses, et en général, elle ne se trompe pas. C'est-à-dire que c'est ce féminin qui est habitant les zones obscures de la psyché, qui est capable de porter les éléments psychiques à la métamorphose, mais qui est capable aussi de dire l'avenir des choses, des gens, c'est-à-dire elle fait partie vraiment du monde de l'inconscient. C'est la grande déesse de l'inconscient, d'où ces couleurs sombres qui lui sont attribuées et cette puissance de métamorphose qu'a l'inconscient. Alors, il y aurait tellement à dire sur Morrigu, mais encore un autre élément que nous ne pouvons pas passer sous silence, c'est que Morrigu est connue pour être une femme libre, un mari, de très nombreux amants, tellement qu'on a du mal à la suivre, mais nous allons essayer de le comprendre sur un sens beaucoup plus profond. Il ne s'agit pas ici de Morrigu qui change d'homme comme de chemise. Non, nous avons déjà parlé des profondeurs de l'inconscient, donc nous allons y rester cette puissance de Morrigu de pouvoir être libre et d'avoir tous ses amants. C'est ce pouvoir du féminin d'aller chercher différents animus. Si vous vous souvenez, au début de la capsule, je vous raconte que de manière ancestrale, les rois étaient changés de manière cyclique, c'est-à-dire qu'ils devaient se renouveler de manière à ce qu'il n'y ait pas un vieux sénex qui prenne le pouvoir et qui fige tout le monde. Donc le roi doit mourir pour renaître, en tout cas il doit changer sur le plan de la société, ce qui indique aussi que le masculin doit à un moment donné mourir pour renaître, et ce féminin doit pouvoir changer, il doit accepter de changer ce masculin de manière régulière, et c'est ce que fait Morrigu, puisqu'elle va d'un homme à un autre homme, c'est-à-dire elle passe d'un animus à un autre animus en fonction de ce qui est nécessaire à l'instant où elle le fait. Donc c'est vraiment sur ce plan-là qu'il faut le comprendre. Et on pourrait dire que le meilleur amant pour Morrigu, c'est le Dagda, c'est le bon père. Hein. Dans des parties de texte, elle le rencontre au gué des rivières, donc ça aussi c'est très parlant. La rivière qui coule, la vie qui coule et les choses qui ne peuvent que couler et que continuer à vivre que parce que la Morrigu s'est unie au bon père. On pourrait dire aussi que son meilleur amant, c'est le Green Man, l'homme vert, l'homme sauvage, le chasseur, le jardinier, c'est-à-dire ce masculin qui est en accord, qui est capable de la compléter, de la comprendre et de manière à ce qu'ils puissent agir ensemble, sans qu'il y en ait un qui soit sous le pouvoir de l'autre. Alors un petit exemple de tirage de cartes avec des explications. On pourrait imaginer que la problématique est un problème de santé et voici un tirage avec 4 cartes.
donc Morrigu. Donc à gauche, nous avons les sirènes, à droite, nous avons Nephthys, en haut, nous avons Morrigu, et en bas, Marie, la déesse des Basques. Les sirènes dans la partie gauche vous représentent, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en état de gérer le problème de santé parce que vous êtes dans les profondeurs de l'inconscient, vous êtes inconscient ou inconsciente, vous ne pouvez pas marcher, vous n'avez pas de jambes, vous avez une queue de poisson, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans l'autonomie, vous n'êtes pas en pleine possession de vos moyens. Par contre, en face, vous avez Nephthys, qui est la sœur d'Isis, qui l'accompagne tout au long de ses pérégrinations. Et ici, ça indique un bon conseil, beaucoup de bienveillance, une bonne amie. Alors, ça peut être une bonne amie, mais ça peut être l'anima d'un homme qui est bienveillante, qui est bonne conseillère, mais ça peut être aussi l'anima du personnel, de personnel médical, que ce soit docteur, doctoresse, psychologue, psychothérapeute, etc. En tout cas, vous êtes bien conseillé et bien accompagné. En haut, vous avez ici Morrigu, c'est-à-dire que toute cette situation surgit des profondeurs de l'inconscient et ça fait une espèce de brassage. Vous tombez dans le chaudron de Morrigu, vous êtes dans le chaudron de Morrigu et ça vous demande des changements, des modifications, des métamorphoses. C'est vraiment un processus initiatique qui s'annonce. Et la réponse, c'est Marie. Marie, quand elle s'unit à son époux tout au fond des grottes du Pays Basque, ça génère et ça provoque des orages. L'orage tombe du ciel comme la foudre sans prévenir. C'est-à-dire que la résolution du problème ne sera pas quelque chose que l'on puisse imaginer, ne sera pas prévu. Ce sera vraiment quelque chose de surprenant. Quelle carte nous avons au milieu? Nous avons Izanami. Donc Izanami, c'est une déesse japonaise, hein, c'est la mère d'Amaterasu, et c'est une déesse aussi de la mort, des métamorphoses, de la pourriture, puisqu'elle est blessée par un de ses fils et qu'elle meurt de cette blessure, elle se retrouve dans les enfers, et dans les enfers, elle est sous forme de pourriture. Donc ici, on a un doublon entre Izanami et Morrigu qui confirme ce besoin de passer par la mort initiatique, c'est-à-dire la mort où il va y avoir la fin de quelque chose. Alors la fin, ça peut être d'un mode de pensée, d'une croyance, d'un mode de fonctionnement, d'un mode de réaction, etc., qui demande à être digéré, à pourrir pour que quelque chose de nouveau puisse surgir de manière complètement surprenante grâce à Marie. Donc voilà un petit peu comment vous pouvez lire ce type de tirage. Voilà, c'était la capsule pour la grande Morrigu, la grande déesse des métamorphoses, la grande initiatrice. Il nous reste encore beaucoup de dames à rencontrer, donc je vous dis à très bientôt.